Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas avec Marc, mais j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Théo, un sportif passionné et fondateur de fitnesssmith.fr, une plateforme de formation et d'accompagnement en ligne dans le domaine de la transformation physique. Sans plus tarder, j'accueille donc Théo. Salut Romain, salut à tous. Alors Théo, tu es pour nous un des exemples les plus parfaits de la création d'un style de vie et d'un business autour de ta passion. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous présenter un petit peu ton parcours dans ce domaine ? Ouais, pas de souci. Après, comme tu dis, tu as dit le mot passion. En fait, c'est la passion qui a guidé un petit peu tout au long d'ailleurs de mon début de carrière, on va dire. Comment ça a démarré? Tout simplement, moi, c'est plutôt dans le domaine du sport, musculation, nutrition, enfin tout ce petit monde-là du fitness. J'ai démarré tout simplement parce que il y avait cette forte passion en moi. Et bon, après, passion à la fois pour la recherche et à la fois pour la pratique, parce que je fais pas que rechercher des sujets, etc. Je pratique énormément. Et puis, au fur et à mesure de mes années de pratique, j'ai eu beaucoup de questions autour de moi, que ce soit de proches, d'amis, de famille, même de personnes que je rencontrais dans les salles de sport. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'élargir un petit peu le nombre de personnes que je pourrais aider. Tout simplement voir si, en me mettant sur Internet, j'étais susceptible d'intéresser d'autres personnes, des personnes qui allaient venir me voir pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Ce que j'ai essayé alors en 2011, et ça a très bien pris, j'ai démarré par une chaîne YouTube que j'ai actualisée de manière très irrégulière finalement, mais j'avais pas mal de retours parce qu'on n'était pas nombreux à l'époque en français. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à ouvrir un site internet pour avoir un petit peu mon espace, parce que il y avait des forums, des choses comme ça, mais j'étais jamais réellement chez moi, donc parfois, je sais pas, t'as dû t'en rendre compte, mais quand on est chez les autres, il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter parfois si on rentre un peu en conflit avec ce que proposent les administrateurs du site en question. Donc j'ai décidé de créer mon espace où je pouvais dire ce que je voulais, écrire mes articles de blog. Ça a plutôt bien marché. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont reconnues finalement dans mon parcours. Et tout simplement en continuant de cette même routine, apprentissage, pratique, ça m'amène automatiquement à créer du contenu. Parce que je découvre des choses, je fais des erreurs, donc il y a du contenu chaque semaine qui se crée par mon style de vie, tout simplement. Et donc voilà, j'en suis arrivé là aujourd'hui où c'est mon travail à temps plein, où j'aide des personnes à retrouver la santé, à perdre du poids, à prendre du muscle, par le biais de produits, on va dire, des produits de formation numérique en ligne. Et je suis assez content parce que ça fonctionne bien et surtout, je vis de ma passion, quoi. Donc, Voilà. la passion, c'est vraiment le mot-clé en fait de ce début de parcours. Ouais. Mais une petite question, est-ce que tu étais passionné par le processus ou les résultats ? Ni l'un ni l'autre. J'étais passionné, moi, par le sport. En fait, je suis très égoïste. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que si je perdais ma passion, c'est-à-dire que demain, si je ne peux plus m'entraîner et que je ne peux plus bien manger, etc., je ne sais pas, pour une raison X ou Y, je croise les doigts, il faudrait vraiment un gros accident pour ça, mais je ne pense pas que j'aurais la passion de continuer mon business. Parce que le moteur réel de tout mon business, c'est parce que je pratique. En fait, ce que je recommande aux gens, c'est ce que je fais. Et pour moi, toutes ces choses-là, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je peux comprendre que des personnes abandonnent un business mais continuent leur passion, continuent à faire du sport, par exemple, mais l'inverse, c'est très difficile. Et souvent, tu sais, on voit des personnes, des coachs. Par exemple, là, il y a eu la Coupe du Monde. On voit l'entraîneur n'est plus footballeur, mais il reste quand même dans le circuit. Et ça, c'est quelque chose, c'est une qualité que je n'ai pas, moi. J'ai besoin de pratiquer. Je sais pas si tu vois le truc, mais j'ai réellement besoin de pratiquer pour avoir une énergie dans mon business après, quoi. C'est un équilibre. Alors là, je reconnais un cas qui est le mien aussi. Je veux dire, l'entraînement physique, ça te booste pour tes
tes autres activités, que ce soit business ou autre. Mais je parlais de processus dans le sens, mais tu as très bien répondu, c'est quand tu pratiques que tu as du plaisir. Et donc, tu ne te forces pas à pratiquer. C'est vraiment le processus que tu aimes et la passion, tu la trouves dans la pratique. C'est ça. Voilà. C'est là où je ferai la distinction. Il y a des gens qui ont tendance à être passionnés par quelque chose pour ses résultats. Le problème, c'est que si tu n'aimes pas le processus de le faire, c'est difficile de l'être au final, si tu suis ce que je veux dire. Ouais. Et puis si tu traverses une petite tempête émotionnelle ou quoi ou qu'est-ce, tu as beaucoup de chances d'abandonner ton truc parce que ça, d'être passionné par le résultat, c'est quand tout va bien. Et pour moi, c'est comme dire à un écrivain d'écrire sans passion, il écrira jamais. Enfin, écrire en pensant il faut que je vende, il faut que je vende, ça passera mal, on le sentira à l'écriture, et puis lui, il n'arrivera pas à durer. Et être passionné par l'écriture, ça doit être, enfin, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment la personne, même si elle vend pas pendant des années, elle va continuer à écrire, etc. Et je me reconnais plus là-dedans, ouais. T'as raison, c'est beaucoup plus le processus qui me stimule que le résultat. Le résultat, finalement, je m'y suis jamais intéressé parce que quand j'ai démarré mon activité, j'avais une autre activité à côté, c'est-à-dire que j'étais salarié, j'avais pas besoin en fait d'avoir du résultat. Et j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ce côté résultat statistique. Je veux arriver à tel but absolument au niveau financier. En fait, pour moi, tout ça, ça parasite les bonnes émotions, la créativité, tout ça. Et en travaillant avec passion, on peut pas fournir. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu as dû te rendre compte qu'il y a des sujets dans la vie qui nous plaisent pas. On n'aime pas forcément ça, mais un jour on rencontre une personne pour qui c'est la passion, et le simple fait qu'elle nous en parle avec passion, ça devient presque intéressant pour nous, alors qu'on n'aime pas ça fondamentalement. Mais la personne a un tel degré de passion qu'on est absorbé un petit peu par son discours. Et ben pour moi c'est ça en fait. À partir du moment où il y a ce fort intérêt, le contenu est de qualité, donc il n'y a pas de raison, ça va fonctionner, quoi. Ouais, très intéressant ça. Et tu as mentionné que tu as commencé comme simplement une activité secondaire, un projet sur le côté. Et est-ce que ça t'a vraiment aidé à donner le meilleur de toi-même, à produire la meilleure qualité sans jamais avoir besoin de sacrifier la qualité pour simplement le côté financier, pour la survie, pour simplement te subvenir à toi-même? Non, parce que ouais, comme tu dis, j'ai pas eu besoin, par exemple, de me dire il faut absolument que je rapporte de l'argent ce mois-ci parce que sinon je paye pas le loyer. Parce que j'avais, comme je te disais, j'avais cet emploi à côté qui me sécurisait quelque part, qui me sécurisait et qui me permettait de lancer mon activité. Parce qu'il faut pas oublier qu'au début, je le lançais plus ou moins en mode test. C'était pour voir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées au-delà de ma salle de sport, de mon cercle d'amis. Donc c'était vraiment un test. Et donc je partais avec zéro angoisse. Il y avait pas du tout d'angoisse. Il y avait vraiment que du gain quelque part. C'est soit je reste comme je suis, j'ai personne qui s'y intéresse et tant pis, j'aurais essayé. Soit j'aurais même une personne par mois. Et ça, dès que j'ai eu une personne qui s'est intéressée à mon contenu et qui a monétisé ça, enfin qui m'a rémunéré pour ça, une personne, déjà, c'était énorme pour moi. Alors que je pense qu'une personne qui lance son business, qui plaque tout et qui a qu'une seule personne à la fin du mois, elle peut abandonner. C'est là la différence, en fait. C'est que moi, une m'a stimulé, une autre personne qui a que ça, elle va abandonner. Et ça m'a permis vraiment de travailler de manière... je pouvais prendre mon temps, écrire un article, il sort pas à temps, c'est pas grave, parce que j'ai envie qu'il soit complet. J'avais envie de me former sur la vidéo, donc toi qui connais un petit peu mes vidéos, j'ai beaucoup évolué au niveau du son, de l'image et tout. Donc j'ai pu prendre mon temps pour tout ça. J'ai pas eu besoin de sous-traiter pour avoir tout de suite la meilleure qualité audio-vidéo. J'ai pu apprendre moi-même et être vraiment pour le coup 100% indépendant, quoi. Très intéressant. Et d'ailleurs, tu mentionnes que cette personne qui t'a rémunéré, donc tu es passé au stade où non seulement tu produisais de la valeur, mais des gens étaient là, prêts à débourser de l'argent pour ton contenu. Et donc ça, c'est une étape absolument majeure. Comment tu pourrais présenter un petit peu ce processus où tu étais simplement un apprenti, un étudiant de ton domaine, et tu en es arrivé au moment où les gens te payaient pour ton savoir? Comment s'est passé un petit peu cette auto-éducation?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors j'ai lu énormément d'ouvrages sur l'entraînement, la nutrition, enfin tout ce qui est plus santé, on va dire le sommeil, le cerveau, toutes ces choses-là. Plus j'ai regardé beaucoup de conférences et le processus, en fait, il est simple, c'est qu'une conférence, quand elle me plaît, je peux la regarder 10, 15 fois. C'est-à-dire, sur une période d'un mois, je vais la regarder plein de fois, l'écouter en fait, parce que je les regarde pas, je les écoute. Alors ça peut être à plein de moments, je fais la cuisine, je fais mon cardio, et je me nourris comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je peux même presque avoir dans mon discours la même intonation, la même façon de parler que le conférencier, tellement que j'ai imprégné son discours, je l'ai compris, parce que à la première écoute, bon, c'est juste je comprends le sujet, la deuxième, je commence à prendre un petit peu plus de notes, etc., etc. Et c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné. Et ben, je me suis rendu compte qu'avec cette passion-là pour l'apprentissage, il y avait beaucoup de gens pour qui ils me disaient ouh là là, mais Théo, toi tu vas loin. Et je me suis dit, oh, si les gens disent ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris conscience de telle ou telle chose. Par exemple, la partie récupération, la partie sommeil, la partie neurotransmetteurs et tout pour l'entraînement, pour le sport. Les gens ne prennent pas conscience de ça. Donc je me suis dit, il y a peut-être des personnes que ça intéresse. Et c'est là que je me suis dit, tant qu'à faire, mets des choses qu'on ne peut pas retrouver en libre accès sur Internet. Mais le fruit de tes recherches et surtout le croisement entre expérience et recherche, le bébé qui sort de ma propre expérience plus les recherches que j'ai fait, tout ça a donné un contenu qui n'était pas grand public, on va dire, mais c'était plus devenu quelque chose, une niche un petit peu. Et là, je me suis dit, bon, ça, je peux le monétiser, étant donné que c'est quelque chose qui représente du travail, mais c'est quelque chose surtout qui est unique et qui intéresse finalement assez peu de personnes. On n'est plus dans la musculation classique, faire 3 entraînements par semaine. Non, non. Là, c'était vraiment apporter quelque chose qui... Les gens, ils se posent pas la question, j'achète ou j'achète pas, c'est une arnaque ou pas, parce qu'ils savent que c'est un domaine précis. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venu de recherche, apprentissage, test sur le terrain. Et quand je résume, hein, parce que y a les livres, les études scientifiques, les conférences, mais aussi il y a plein d'autres choses. C'est les interactions sociales dans ma vie, les personnes que j'ai pu rencontrer dans les salles de sport, les athlètes que j'ai pu rencontrer, mes amis, les questions qui pouvaient se poser quand ils débutaient. En fait, tout ça, pour moi, c'est une machine à idées, c'est une machine à savoir. Et bah, c'est comme ça finalement que j'ai pu mettre sur pied le premier produit monétisable sur mon site. Alors ça, c'est absolument clé. Tu as mentionné la niche. C'est absolument ça, si on suit les principes un petit peu d'entrepreneuriat et de business. Tant que tu n'as pas la niche dans laquelle tu peux aspirer à devenir le meilleur du monde dans ton propre petit domaine spécifique, ça devient très très dur à construire quelque chose. Et d'ailleurs, dans la mentalité un petit peu, que ce soit suisse, française, enfin par chez nous, les gens rémunèrent en général des papiers, des titres, alors que toi, tu as fait le chemin inverse, tu as fait en sorte que les gens rémunèrent la connaissance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas communément admis. Est-ce que tu as rencontré des résistances à ce niveau-là ? Oui, ben oui, parce que on n'a pas le droit quelque part enfin le droit. C'est une mentalité très française, hein, ça de, de me dire va travailler comme tout le monde. Alors je me demandais, mais ça veut dire quoi travailler comme tout le monde? Parce que moi j'ai travaillé, j'ai été carrossier, j'ai été manutentionnaire, j'ai été dans la sécurité privée, j'ai fait plein de jobs dans le bâtiment, j'ai travaillé en boîte de nuit, enfin j'ai fait plein de choses et je travaille aussi aujourd'hui dans ma passion, mais j'ai pas l'impression, si tu veux, que je vole le travail à quelqu'un d'autre. Enfin, je comprends pas ce côté va travailler comme tout le monde. C'est souvent quelque chose qui revenait régulièrement. Et pour moi, ça montre en fait une petite forme de frustration de la personne qui, elle, c'est pas de ma faute, mais qui c'est peut-être pas de la sienne non plus, mais se lève le matin et n'aime pas son job. Mais c'est pas quelque chose de, on peut pas m'accuser de ça quelque part. Mais les gens en France, ils ont enfin pas tous heureusement, ça change les mentalités, mais quand il y a des résistances, c'est de ce côté-là. C'est pourquoi j'irais payer
pour quelque chose qu'il sait et que moi je sais peut-être aussi. Ça, mais bon, après, dans ce cas-là, on n'achète plus de livres parce que c'est un peu l'ego après qui parle. Hein. Ça veut dire que pourquoi j'irais acheter le livre de telle personne parce que pourquoi lui saurait mieux que moi. Après, c'est une phase d'acceptation. Ça va après dans la mentalité. Moi, si je suis capable d'apprendre par les autres, par les livres, par les études, par toutes ces choses-là, les autres sont capables d'apprendre de ce que moi je peux faire aussi. Et enfin, voilà, c'est quelque chose qui tourne. Il y a pas de problème. Après, les résistances, oui, j'ai eu des résistances aussi au côté de tout ce qui est annonceur, vendeur de compléments alimentaires et tout, ou même les articles invités sur les sites. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils voulaient absolument me proposer des articles pour avoir un lien qui renvoie chez eux, parce que mon site était un petit peu plus ancien, qui faisait plus de vues. Donc du coup, ils voulaient gagner un petit peu en visibilité et tout ça. Et moi, j'ai dit non, 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 moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je veux dire, et souvent on arrive d'ailleurs avec des offres, mettez des bannières sur votre site de tel ou tel complément alimentaire, vous allez gagner des centaines d'euros par mois en plus. Certes, ce qui est vrai, hein, puisque j'ai un code de réduction pour un site de complément alimentaire qui fournit 20%. Normalement, ça doit fournir 10% à l'acheteur et 10% de commission à celui qui propose le code, donc à moi normalement. Moi, j'ai dit au revendeur, je veux pas de commission parce que j'ai mon travail, mon contenu qui me rapporte de l'argent. Donc vous êtes prêt à donner 20% en tout, au lieu de faire 10 et 10, vous faites 20 pour l'utilisateur. Du coup, le code est super utilisé, enfin ça a fait le buzz, ça a fait un peu râler pas mal d'autres youtubeurs et tout, parce que du coup, personne n'utilisait leur code. Mais le vendeur de compléments alimentaires m'a dit, tu sais Théo, si jamais tu récupérais l'argent de ce code de réduction, ça te rapporterait plus de 500 ou 600 euros par mois, en plus de ce que tu gagnes. Mais j'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'être dépendant de ça. Pour moi, c'est ça qui est malsain. Gagner de l'argent sur le dos des gens. Tu mets un code de promo sur Instagram et tu gagnes de l'argent parce qu'ils utilisent ton code, à moins que ce soit vraiment pour soutenir un travail gratuit de qualité à côté, qui pourrait être un podcast ou autre, qui n'est pas rémunéré, mais justement, avec ce code promo, la personne peut avoir un petit peu de moyens, ok, mais si c'est que parce qu'il monte ses abdos, utiliser mon code promo, ça pour moi c'est du vol. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors que quand on propose réellement son contenu, bah, au moins la personne paye, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est au cinéma, il fait confiance au titre, à la bande-annonce, il va voir le film, ça lui plaît pas, et voilà. Au moins, il n'a pas payé pour du vent. Il a vu quelque chose, il a appris quelque chose, et il peut en tirer sa propre expérience, quoi. Voilà. Alors là, tu es dans une thématique tellement d'actualité, puisque on voit beaucoup de créateurs de contenu, en fait, qui arrivent à générer et à attirer de l'attention, ce qui, en 2018, n'est pas facile. Donc, ils ont quand même du travail de qualité derrière, mais ils arrivent au stade où ils revendent l'attention de leur audience. Et ça, avec Marc, on trouve ça un petit peu dommage, puisque si tu revends l'attention, au final, tu transformes tes utilisateurs, ton audience, en simples clients, en simples produits, un peu comme Facebook pourrait le faire, alors que j'aime beaucoup plus ton approche où tu leur dis, voilà, vous pouvez rémunérer mon travail, mais il faut simplement passer une étape au-dessus et devenir membre actif de mon audience, devenir consommateur de mes formations, et vous y gagnerez vraiment quelque chose. Et ça, en fait, je trouve comme modèle beaucoup plus pertinent que simplement vendre leur attention, vendre leur paire d'yeux et d'oreilles, alors que toi, en échange, pour une transaction monétaire également, on est sur le même concept, mais tu proposes de la vraie valeur. Ils apprennent quelque chose, ils peuvent appliquer, ils peuvent gagner de la valeur de ça, et ça, c'est un point absolument clé qui différenciera beaucoup de créateurs de contenu dans le futur, à notre avis. Ouais, et puis il y a ce côté aussi responsabilité. C'est facile d'avoir un code promo sur les réseaux sociaux, d'offrir son audience, comme tu l'expliques très bien d'ailleurs. Quelque part, on enlève toute responsabilité. C'est-à-dire que si la personne, elle prend je sais pas, le produit X ou Y qui se casse, ou c'est pas bon, ça se digère mal, etc., il va se retourner contre le fabricant, mais pas contre le gars qui a proposé le code promo. Alors que moi, je prends mes responsabilités, je propose un produit, mais je suis droit dans mes bottes. Je sais que ça va convenir. Enfin, ça sort pas en fait de mon petit cercle, quoi. Ça reste à la maison
Et en même temps, euh, on parlait moi, en fait, bon, mon domaine, comme les gens l'auront compris, c'est le fitness, donc il y a beaucoup de compléments alimentaires et tout ça. C'est la plus grosse industrie, finalement, dans cette niche. Et si une marque de compléments alimentaires coule ou empoisonne les gens n'oublieront pas qui les a incités à aller voir cette marque. Et ça, moi, je suis pas d'accord, parce que je suis pas, j'ai aucun moyen d'action sur la marque en question. C'est-à-dire que même en proposant des codes, des machins, je pourrais jamais dire la politique là, c'est pas bon du tout, j'apprécie pas comment vous traitez les clients. Ils en ont rien à foutre de tout ça. Nous, on n'est que des entre guillemets, ils appellent ça maintenant, c'est influenceurs, voilà. Et déjà le mot, enfin bon, ça me paraît un peu étrange. Et nous, on n'a aucun champ d'action. Et en plus de ça, s'ils font une bourde, s'ils plient boutique, s'ils empoisonnent les gens, s'ils leur mentent ou quoi, les gens, dans leur tête, ils vont dire, faut pas oublier que c'est quand même lui qui m'a recommandé de prendre tel produit, etc., telle protéine, telle créatine et tout. Et donc, du coup, ça peut très vite tourner au vinaigre pour la réputation de l'influenceur, alors qu'il y est quelque part pour rien. Et il aura mis des années à se créer son audience, et Dieu sait que c'est très compliqué à produire alors sur les réseaux sociaux, ça ne sera pas des articles, des choses comme ça, mais c'est des photos, c'est des petits posts, il faut être attractif pour réussir à avoir une petite audience qui monte, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, etc. Tout ça pour 10% de commission sur une vente, je trouve ça ridicule. Il y a tellement d'autres choses à faire que je trouve ça ridicule. Mais bon, après, il en faut pour tout le monde. Mais moi, c'est pour ça, je trouve qu'il y a de l'abus en fait par rapport à ça. On profite un petit peu des stars du net pour leur soutirer finalement de l'attention, quoi. Mais complètement, complètement. L'influenceur marketing, c'est simplement un nouveau canal de distribution qui s'avère en final très très peu cher pour l'attention, puisque de l'attention de qualité, elle va être générée par l'influenceur en lui-même, qui va mettre, comme tu l'as dit, son temps, ses efforts, sa créativité, tout son pouvoir mental et physique pour créer ça. Et au final, la marque derrière, vu qu'elle a du pouvoir économique, elle va simplement racheter à un prix absolument dérisoire cette attention de grande valeur, contrairement à faire leur distribution eux-mêmes sur la télévision, sur les médias sociaux. Et donc ça, c'est vraiment une problématique qu'on a observée. Mais ce que j'adore, c'est ton point de vue long terme et ta volonté justement de traiter ton audience avec respect et d'essayer de leur apporter le plus de valeur possible. Et en termes de valeur, on a une équation chez nous, c'est information plus exécution égale transformation. Donc on a vu que tu produisais, que tu distribuais de l'information de très haute qualité, vu que je l'ai consommé moi-même, je peux le dire avec confiance. Mais la partie Merci. exécution, au final, c'est ça qui va rendre les gens, qui va produire du résultat chez les gens. Comment tu fais pour transmettre cette action, en fait, pas seulement l'information, mais comment tu les fais passer à l'action, alors que ton audience, on peut certainement le dire avec confiance aussi, ils sont pas forcément aussi passionnés et engagés que toi. Comment tu fais pour être cet enseignant aussi pédagogique et puis motivant au final? Disons que pour les personnes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de faire les recherches que moi je fais. Donc déjà, ça c'est un point essentiel, c'est-à-dire que si je prends n'importe quel domaine qui te passionne toi dans ta vie, mais qui te passionne en second ou en troisième plan, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps d'accorder du temps à ce truc-là, mais tu aimerais bien savoir comment on fait quand même. Et que j'arrive et que je te dis, bon écoute, voilà, moi, c'est ma passion, je fais ça toute la journée depuis 10 ans. Et je te propose en 40 minutes d'avoir, par exemple, là j'ai sorti un sujet ce week-end sur l'hydratation, sur l'eau, sur les performances physiques liées à l'eau et toutes les problématiques, etc. En 40 minutes ou en 30 minutes, on va aborder tout, ça va être du concentré, ça va être de l'extrait sec, quoi, comme on dit, de tout ce qu'il faut savoir sur l'eau. Tu prends 30 minutes de ta journée, c'est réglé. T'as pas besoin de te taper une semaine de recherche, voilà. Donc déjà, c'est sur ça que je joue beaucoup. C'est sur le côté, vous avez un boulot qui est le vôtre, vous êtes fort dedans, il n'y a pas de souci, vous êtes passionné par ce que vous faites. Moi, je suis passionné par ça. Donc, je vais vous apporter très rapidement quelque chose qui vous aurait pris du temps à trouver. Et après, il y a aussi ce côté, j'ai plus d'expérience, comme tu dis, que beaucoup de personnes. Donc, du coup, je suis passé par des étapes, j'ai connu des problématiques, des erreurs, des blessures, tout un tas de choses. Et je peux
revenir un petit peu en arrière en leur disant, voilà pourquoi, par exemple, vous allez vous blesser ou pourquoi vous n'allez pas vous blesser justement si vous faites telle ou telle chose. J'apporte des problématiques que les gens n'ont pas encore rencontrées, qu'elles vont rencontrer ou qu'elles rencontrent déjà, mais elles ne sont pas conscientes que c'est ça le problème. Par exemple, le cas du sommeil, où le 2017 a été une année où j'ai énormément travaillé sur le sommeil, j'ai fait beaucoup de formations dessus, et il y a énormément de personnes qui finalement, ils ne savaient pas comment gérer tout ce côté récupération, rythme circadien, les écrans le soir, enfin tous les trucs qu'on entend un petit peu, mais en allant beaucoup plus loin, parce que le sportif, on sait que les mécanismes sont beaucoup plus complexes. Et ça leur apporte voilà, une compréhension autre, et ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas de problème au niveau nutritionnel et au niveau entraînement, le problème était au niveau de la récupération et du sommeil. Donc c'est vraiment là-dessus que je joue, mais pourquoi? Parce que ce sont des problématiques que j'ai rencontrées. Donc je sais aussi comment aborder le sujet. Je sais comment arriver à montrer à la personne que le rôle de telle ou telle chose est hyper important, même si aujourd'hui pour elle ça ne l'est pas. Et c'est comme ça que je travaille pour convertir, entre guillemets, un abonné gratuit à un abonné payant. Et pour moi, c'est une démarche, j'ai besoin de pouvoir me regarder dans le miroir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai pas envie de faire croire que c'est magique alors que derrière, le gars, il voit rien. Je préfère fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire travailler, faire vraiment un truc voilà, aux petits oignons, et après, d'avoir peut-être moins de personnes, mais les personnes, je sais qu'elles vont être euh, surprises quand elles vont prendre un abonnement, elles vont me dire, je pense, c'était pas cher quand j'ai pris l'abonnement, et finalement, je m'attendais à avoir un travail de mauvaise qualité pour ce prix-là, et je me rends compte que t'es même pas assez cher pour le nombre de vidéos et la qualité. Ça, tu vois, pour moi, ça me motive. Je me dis, bon, bah, je suis dans le juste, parce que je peux aider des personnes de toutes les bourses avec un travail de qualité, quoi. Ouais, ça c'est fondamental, c'est l'aspect qualitatif, toujours over-deliver comme on dit en anglais, donc distribuer ou livrer plus que ce que tu promets, c'est comme ça que tu peux vraiment surprendre les gens en bien. Ouais, Et bah, d'ailleurs, il y avait juste, excuse-moi, je te coupe. Ça me fait penser à une fois, je suis parti en vacances avec ma compagne et il y avait quelques photos du logement qu'on avait loué sur le site d'annonce. Et puis il y en avait pas beaucoup. On voyait que c'était joli, mais bon, il y avait deux, trois photos, quoi. Et puis on est arrivé là-bas et on voit un jacuzzi. On voit des petites cabanes en bois, le petit barbecue sympa, une déco au top et tout ça. C'était des logements un petit peu, tu sais, nature, des chalets écologiques et tout ça. Et on a dit, mais pourquoi vous mettez pas les photos de toutes ces choses-là? C'est 10 fois mieux que sur le site. Et le propriétaire m'a dit, mais c'est volontaire, parce qu'on justement, on attend la réaction de vous que vous venez d'avoir là. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. J'ai trouvé ça génial parce que souvent, on a tendance à se dire sur des photos, des choses, ah, ils mettent le meilleur du truc et on va avoir des mauvaises surprises en arrivant. Et bien là, c'était complètement l'inverse. Et je trouvais ça génial comme truc. Et c'est pour ça que j'aime que les gens aient ce sentiment-là quand ils commandent quelque chose chez moi. ouais, c'est juste fondamental. Et d'ailleurs, tu as très bien expliqué comme quoi l'information, ça a plus tellement de valeur, hein. En 2018, tout le monde peut trouver l'information. Si tu es prêt à mettre le temps dans les recherches, comme tu l'as très bien dit, la valeur réside plutôt dans la densification. C'est là où tu vas densifier l'information, tu vas la livrer dans un format synthétique, compréhensible, etc. Et donc, ça se voit, hein, tu as le virus de l'apprentissage, comme nous, chez Entrepreneur. Mais de nos jours, on parle souvent de surcharge d'informations. Comment tu abordes cette problématique dans ta consommation et ta production de contenu? Ah, ben ça, c'est simple. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en plus. Ben, déjà, la première chose, c'est que moi, il y avait une conférence du professeur Pierre-Marie Liédot à l'époque qui m'avait beaucoup intéressé sur plus ou moins le cerveau, etc. et la surcharge mentale et tout. Alors c'est un chercheur au CNRS, enfin c'est quelqu'un qui est euh, tout en haut de la recherche au niveau cerveau, mémoire et tout ça en France. Et même, il a travaillé à Harvard, et il a enseigné à Harvard, etc. Et bah, c'est quelqu'un que j'ai contacté par mail, qui m'a répondu, qui m'a accordé son temps. Donc on est resté presque 1 heure au téléphone tous les deux. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, enfin on a beaucoup parlé par rapport à ça. Et, et ce qui est revenu, ce qui est ressorti de ça, c'est que tout ce qui nous fait savoir
plus que comprendre, ça sert à rien. C'est-à-dire que regarder les informations, des flashs d'informations, ça nous fait savoir mais pas comprendre. On va savoir qu'il y a eu un attentat, on va savoir par exemple, si aujourd'hui je regarde les infos, Coupe du Monde, France a gagné, je sais que la France a gagné, mais je ne vais pas comprendre exactement parce que je ne vais pas voir tout le match. Donc tu vois la différence? Information en 30 secondes ou 90 minutes de match. Regardez 3 minutes où ça va parler du diabète sur le journal de France 3 ou de je ne sais pas quelle chaîne en Suisse, ou regardez un documentaire de 40 minutes sur le même sujet sur une chaîne un petit peu moins connue. Et moi, j'ai éliminé tout ça dans ma journée. C'est-à-dire que j'ai éliminé toutes les choses qui me faisaient juste savoir. C'est-à-dire que je ne regarde pas les informations, je désactive toutes les notifications sur mon téléphone, Twitter, Facebook, Instagram, tout ce qui pourrait créer une petite pastille rouge, je l'enlève. Les seules choses qu'on peut faire, c'est m'envoyer un texto ou m'appeler. Et on va dire qu'un tiers de ma journée, j'ai le mode ne pas déranger sur mon téléphone. Pareil sur mon PC, aucune notification. Donc déjà, je limite parce que ce qui détruit au niveau mental, ce qui épuise très vite, c'est de switcher en fait. C'est de passer je fais mes emails, je crée un podcast, je reviens sur mes emails, je passe sur du montage photo, je reviens sur mes emails. En fait, c'est le switch en permanence. Ça épuise. Le cerveau est obligé de se reconditionner à chaque fois. Donc, je fais en sorte que mon cerveau ne puisse pas switcher à cause de trucs intempestifs, de notifications. Ensuite, je me concentre sur un sujet à la fois. C'est-à-dire que si je me dis, aujourd'hui, je prends mon petit carnet, j'ai la préparation de la vidéo de la semaine, le sujet c'est ça, ok, je me mets là-dessus. C'est-à-dire que je n'ouvre pas ma boîte mail ni rien, je fais que ça. Et ensuite, toujours pareil, être conscient que sur une journée, je ne pourrais pas fournir un travail au-delà de 4 heures non-stop. Quand je dis 4 heures non-stop, c'est 4 heures pures et dures où je fais soit de la recherche, soit de la création, etc. Il faut, tu sais, à attention maximum, je ne peux pas faire plus de 4 heures, après je suis grillé. Et moi, mon but, c'est de ne pas être grillé parce que j'ai quand même une séance de sport à faire et je n'ai pas envie d'être complètement à plat le soir avec ma compagne non plus. Donc, c'est tout cet équilibre-là. J'ai mis du temps à le mettre en place parce que j'ai dû faire des recherches, j'ai dû me cramer, j'ai dû frôler le burn-out, j'ai dû faire plein de choses comme ça pour pouvoir finalement me rendre compte que, et ce qui est très dur quand on est à son compte, que chaque journée, on n'est pas obligé de tout terminer. Il faut faire ce qui est possible de faire dans le laps de temps pour être productif, mais au bout d'un moment, quand on commence à se dire « oh là là, je lis une ligne, mais je l'ai déjà oubliée » ou j'ai pas l'énergie de faire le podcast parce que je sens que je suis complètement grillé », là, on sait qu'on est allé trop loin, ça sert à rien de se surcharger parce que ça prendra pas, ça va se ressentir dans le ton de la voix, etc. Donc c'est un équilibre, prendre du recul, et c'est comme ça que je limite la charge mentale. Éviter les stimulations, on va dire, intempestives, et aussi, pareil, beaucoup m'envoient des vidéos YouTube avec tiens, regarde, telle personne a dit ça, je regarde pas. Je regarde pas du tout YouTube. C'est très rare, sauf pour des conférences ou vraiment des personnes où je suis abonné et j'aime beaucoup leur contenu. Mais sinon, je vais pas me distraire toute la journée avec du contenu comme ça, quoi. C'est assez fascinant parce qu'on a les mêmes pratiques en fait. Et on est peut-être les deux du côté de la production plus que de la consommation de contenu. Et ça, justement, d'un point de vue mental, énergie mentale, ça, en tout cas pour moi, c'est plus pertinent. Et tu as relevé quelque chose de très juste, c'est quand tu travailles à ton compte, que tu es tout seul, que tu es peut-être chez toi, ça devient plus difficile que de travailler comme salarié. Ça, je pense que sur beaucoup de points, c'est vrai. Mais en 2018, c'est quand même le meilleur moment, ou c'est le moment où il y a le plus d'opportunités de vivre de sa passion en 2018. Est-ce que tu pourrais imaginer une société où tout le monde, ou en tout cas une grande partie des gens, des individus, seraient passionnés et produiraient de la valeur pour les autres? Est-ce que pour toi ce serait possible que beaucoup de gens commencent à faire ça, ou est-ce que ce serait trop dur? Est-ce que les gens n'auraient pas tous cette concentration? Après, alors, pour moi, ça serait génial. C'est-à-dire que si mon voisin, par exemple, était expert en photo, je prendrais sa formation sur la photo parce que moi j'ai besoin de photos pour mon travail, mais c'est pas mon domaine, je maîtrise pas, j'ai pas le temps de rechercher. Donc du coup, je vais voir mon voisin, je lui achète une formation sur la photo, lui il a besoin de maigrir, il m'achète une formation sur la perte de poids. Enfin, je veux dire, c'est génial ça. J'aime en fait, c'est pour moi. Pourquoi les sites freelancers, toutes ces choses-là fonctionnent très bien? Parce que justement c'est ça. On a besoin d'un indépendant. Hop, bonjour, j'ai besoin de faire telle ou telle tâche, et puis les personnes nous répondent. Enfin, je trouve ça bien. Donc un monde où tout le monde le ferait, moi, ça ne me pose pas de problème.
J'ai pas de problème avec concurrence, pas concurrence. Enfin, pour moi, chacun, comme je disais tout à l'heure, la création de contenu, c'est qu'un croisement entre expérience et apprentissage, ça donne quelque chose et ça peut être que unique parce qu'on est tous uniques. Et donc, j'ai pas trop peur de ce côté-là. Après, tu as noté quelque chose par rapport à la concentration. Et la concentration, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que j'ai envie d'être à mon compte parce que j'ai envie de pouvoir travailler en caleçon toute la journée, en tongs, pas coiffé, pas rasé. C'est génial de pouvoir travailler dans un hôtel à l'autre bout du monde, de travailler des fois le soir, des fois le matin, de pouvoir gérer mon temps et tout. Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que abandonner un travail de salarié, c'est certes abandonner une forme peut-être de prison pour certains, mais ils ne s'en rendent pas compte, une forme de sécurité aussi au niveau psychologique. Et de démarrer une activité à son compte, on a une forme de liberté, mais la liberté, c'est risqué. Et il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des moments où on se dit, est-ce que je vais être capable de continuer? Est-ce que je vais être capable de trouver l'énergie en permanence? Donc, faut réussir à bien faire la différence entre quand on est salarié, on a des avantages qu'on ne retrouvera plus en étant indépendant, mais être indépendant a beaucoup d'avantages qu'on ne retrouve pas en étant salarié. Donc les deux, quelque part, il y a du pour et du contre, et selon la mentalité des gens, la philosophie de vie, etc., ils se reconnaîtront plus dans le salariat ou l'entrepreneuriat. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait, peut-être que tu l'as pas vu, mais j'avais fait une grosse formation qui est un petit peu extérieure à mon site, que je vends sur mon site, mais qui est extérieure à mon site, qui est sur le sujet de l'énergie, retrouver votre énergie. Et finalement, c'est toutes ces choses-là où je parle, par exemple, des ambiances. Tu sais, moi, sur mon lieu de travail, je travaille à domicile. Donc, c'est et mon lieu de détente et mon lieu professionnel. Donc, c'est hyper compliqué de switcher entre là, je me détends, c'est un moment pour moi, je vais me regarder une petite série sur Netflix tranquille le soir pour me divertir, et le moment qui est dans la même pièce d'ailleurs, où je vais travailler. Et c'est hyper compliqué parce qu'on le sait au niveau du cerveau, on assimile par exemple des odeurs avec des émotions, avec des lieux et tout ça. Donc se créer un environnement hybride dans la même pièce, travail, détente, c'est compliqué. Et j'ai plein d'astuces comme ça, par exemple de me créer des petites ambiances avec des huiles essentielles, tu sais, pour avoir une odeur menthe poivrée quand je bosse. Boum, ça me dynamise, ça me conditionne cette odeur associée au travail, etc. Et après, une huile essentielle plus ylang-ylang, un peu plus détente, comme dans les spas, tu sais. Et là, ça va être plus pour la détente et me conditionner à cet état de détente. Et je me suis dit, tous ces petits réflexes-là que j'ai, même au niveau nutritionnel, au niveau du comportement, les interactions sociales, toutes ces choses-là, j'en ai fait une grosse formation. Et ça a super bien marché parce que je me suis rendu compte que dans mes auditeurs de podcasts et de formations, il y avait plein d'entrepreneurs finalement. Et tu l'as très bien souligné quand tu as dit, est-ce que tu penses que ces personnes vont avoir cette concentration? Et aujourd'hui, je pense que s'il y a beaucoup de personnes influenceurs qui ne créent pas de contenu, c'est qu'il leur manque cette petite capacité-là, qui est d'être capable de se concentrer sur une tâche sans être distrait. Et ça, pour moi, c'est une compétence en 2018 qui devient fondamentale. J'avais vu une conférence, je ne pourrais plus te dire de qui c'est, de quelqu'un qui disait aujourd'hui, quelqu'un qui est doué, c'est quelqu'un qui est capable de lire une page entière Wikipédia sans switcher. Parce que sur Wikipédia, comme tu sais, tu as un lien tous les 3-4 mots qui va être susceptible de t'intéresser et finalement tu te mets à chercher un truc et tu finis sur complètement son opposé qui n'a plus rien à voir, tu t'es perdu. Et celui qui est doué, c'est celui qui est capable d'arriver même sur un site de recherche scientifique, comme PubMed par exemple, d'arriver avec un mot-clé et un objectif et d'y rester. Et ça, c'est quelqu'un qui avance parce qu'il va être productif. Alors, justement, le sujet de l'énergie, c'était ma prochaine question, puisque avec Marc, on en est venu à la réalisation que la ressource numéro 1 de l'entrepreneur, selon nous, c'est vraiment l'énergie mentale. Et c'est pour ça qu'on parle d'auto-optimisation chez nous. Évidemment, ton lifestyle à toi, il est totalement dans l'auto-optimisation, hein, ça c'est absolument évident. Mais qu'est-ce que tu en dirais justement de cette ressource mentale? C'est vraiment la ressource de l'entrepreneur. Disons que sans énergie, c'est hyper compliqué de fonctionner. Parce que créer quelque chose ou faire de la recherche et tout, ça demande de la volonté. C'est vraiment un effort volontaire, un petit peu pour donner l'image aux gens.
Il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte parce qu'elles sont pas à leur compte, etc. Mais une personne qui veut faire de la course à pied, elle se rend compte d'une chose, c'est que la partie la plus difficile, c'est mettre ses baskets, prendre la bagnole ou sortir de chez soi et démarrer. Le démarrage est toujours le plus dur. Il faut se dire une chose, c'est que c'est exactement la même chose pour l'écriture, le podcast, la vidéo. C'est toujours le démarrage qui est compliqué. Et en fonction de son niveau d'énergie, le démarrage va être plus ou moins difficile. Quand on a pas mal d'énergie, toi tu as dû le sentir, il y a des podcasts où tu as même hâte de le faire, tu as envie, tu es dynamisé par ton sujet, etc. Et des moments où tu sens que tu as moins bien dormi, tu as fait un peu de sport, une petite contrariété dans le monde professionnel, autre ou personnel, et du coup tu sens qu'il y a eu des événements dans ta journée qui t'ont taxé de la vitalité. Et cette vitalité, il t'en manque un peu finalement pour te lancer, pour démarrer le truc. Donc c'est là qu'on se rend compte que avoir de l'énergie, avoir de la vitalité, c'est hyper important. Mais ça se construit uniquement, il n'y a pas 36 solutions, de manière légale, on va dire. Une bonne alimentation, de l'exercice physique, beaucoup d'interactions sociales de qualité, et voilà, du sommeil, de la récupération et de la passion. Après, il y a les personnes qui arrivent à avoir tout en un avec la drogue. Mais bon, ça, c'est pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de problèmes de drogue assez fortes dans le showbiz. C'est parce que, ou même dans les présentateurs télé et toutes ces choses-là, parce qu'ils ont besoin d'avoir cette fameuse énergie et ils l'ont artificiellement. Et alors qu'avec un bon style de vie, avec, comme je te disais, ben voilà, tous les réflexes que j'ai cités là, et des choses qu'on oublie beaucoup, mais les interactions sociales, les entrepreneurs, ils ont tendance à s'isoler un petit peu, surtout quand ils sont dans le démarrage de leur activité, à être un peu chez eux, à se couper un petit peu de leurs amis et tout, alors que justement, c'est ce que j'explique dans ma grosse formation sur l'énergie, les interactions sociales avec ses amis, c'est là où on récupère énormément d'énergie. Le fait de dialoguer, c'est là où on va arriver à des conclusions même sur des problématiques qu'on avait dans la tête. Le fait d'avoir ce ping-pong d'échange avec notre meilleur pote ou notre meilleure copine ou je sais pas, ça va nous créer des réponses qu'on n'aurait jamais pu trouver seul. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres sociaux. Notre cerveau, il est social et le cerveau a besoin de l'autre pour se nourrir. Ça, c'est encore une fois, je reviens sur, c'est le professeur Pierre-Marie Liédot qui me l'a bien expliqué ça. Et chose qu'on ne retrouve pas avec un animal. C'est-à-dire qu'avoir un chien et lui parler, même s'il est très attendrissant, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment cerveau d'humain à humain. Ouais, absolument clé, cette question d'énergie, puisque c'est ça qui va pouvoir amorcer, en fait, au mieux, ce début d'activité, enfiler ses baskets ou lancer le podcast. Pour parler un petit peu de création d'audience, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu es un petit peu dans un double trend, en fait. Tu es dans la double tendance, d'un côté, l'industrie massive du fitness, et d'un autre côté, en plus, la montée de la création d'audience, de YouTube, et de ces entrepreneurs qui créent du contenu. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu es dans un double trend qui est saturé, et qui n'est pas forcément saturé de bonnes choses, et pourtant, tu peux te différencier. Si tu devais expliquer rapidement qu'est-ce qui te différencie, qu'est-ce que tu relèverais comme point? Déjà, le premier point, c'est de ne pas surfer sur, comme tu disais tout à l'heure, moi je ne recherche pas l'audience. C'est-à-dire que par rapport aux problématiques que j'explique dans mon contenu, les solutions que je donne, etc., je sais qu'une personne qui va avoir la même problématique va le taper sur Google et va me trouver. Et ça j'ai pas besoin de plus pour faire gonfler mon audience, déjà. Après, il y a les personnes qui nous écoutent là. Il y a peut-être beaucoup de personnes, elles vont pas être intéressées par le sport, mais quelques-unes qui vont être intéressées. Un petit peu comme le bouche à oreille, si tu veux. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Après, je sais très bien comment faire pour avoir beaucoup d'abonnés. Dans mon petit monde du fitness, faire des photos torse nu, faire des vidéos d'entraînement où on va traiter des sujets qui plaisent, l'entraînement des bras, l'entraînement des pectoraux, l'entraînement des abdominaux, comment se muscler à domicile, des choses comme ça, des sujets en fait qui prennent. Les gens ont envie d'avoir des réponses faciles. Mais ça sert à quoi? Ça sert juste à attirer les gens. Et on va pas, comme tu disais, il y a tellement de monde aujourd'hui que pour moi, c'est ça qui est risqué. C'est de faire des sujets buzz. Parce que tout le monde veut faire des sujets buzz. Et même jusqu'aux vignettes de leurs vidéos YouTube, ça se ressemble. Elles se ressemblent toutes. C'est toujours la même chose.
une image cerclée de blanc, au Photoshop, machin, un fond clair qui pète un petit peu. Non, c'est pas. Et finalement, en faisant quelque chose, moi, j'ai jamais changé quasiment depuis mes débuts. C'est des vignettes, c'est moi qui les fais un petit peu à la va-vite et tout. Ben, vu que je leur ressemble pas, je peux ressortir un petit peu dans les résultats et donc j'ai plus de chances d'attirer les gens. Et surtout que j'ai tellement de personnes qui me disent, je vais plus sur YouTube parce qu'aujourd'hui il y a que du contenu de mauvaise qualité. Ben, je me dis que il y a de plus en plus de gens qui commencent à se barrer de YouTube, qui commencent à aller plus vers le podcast. Et puis d'autres qui utilisent d'ailleurs Google ils utilisent Google avec leurs mots-clés, on va dire, et utilisent l'onglet vidéo parce que ces personnes-là savent qu'ils vont avoir YouTube, mais ils vont aussi avoir plein d'autres hébergeurs, Dailymotion, Vimeo, même les vidéos auto-hébergées sur les sites, etc. Parce que les gens commencent à se rendre compte que c'est tellement saturé, et toi tu as dû le voir aussi, tu tapes une requête sur YouTube, tu comprends pas finalement pourquoi ils te mettent certaines vidéos en haut alors qu'elles sont pas pertinentes, quoi. Et donc c'est hyper compliqué de faire quelque chose sur YouTube de bonne qualité. Donc il reste, pour avoir de l'audience, être fidèle, on va dire, rester sur sa ligne de conduite. Moi c'est ce que je fais, je pense que les gens ont dû s'en rendre compte. Le contenu qu'ils avaient à l'écrit à la période où je bloguais beaucoup, maintenant ils le retrouvent plutôt à l'audio sur mes podcasts. De rester comme ça, et les gens finalement ils savent que bah, quand ils vont m'écouter, ça sera plutôt posé, il n'y aura pas des cuts pour couper les blancs, etc. Ça sera assez fluide et que c'est un style après. J'aurai pas les 15-18 ans, j'aurai plus les 25-35 ans, mais bon, quelque part, je préfère. Parce que d'une, c'est les personnes qui ont les moyens de pouvoir s'offrir mon contenu, que ça soit gratuit et payant, c'est-à-dire des gens qui vont être capables d'écouter quelque chose en entier et des personnes qui vont être capables de passer à l'action pour me soutenir et avancer avec mon contenu VIP, quoi. Donc, l'un dans l'autre, l'audience, aujourd'hui, je ne pense pas que ça veuille dire grand-chose. Et il y a autre chose aussi, c'est que la niche du fitness, il y a un turnover qui est extrêmement... tu vois, c'est au bout de 3 mois, les personnes, souvent, elles abandonnent. Donc, du coup, tu peux avoir énormément d'abonnés sur les plateformes sociales, mais par contre, de réseaux sociaux. Mais finalement, il y en a tellement qui ont abandonné entre-temps que il y a pas réellement d'actifs. C'est ça que, tu vois, j'ai 60, je crois presque 70 000 abonnés sur YouTube. Euh, j'ai pas 70 000 vues par vidéo. Donc pour moi, l'audience, les abonnés, toutes ces choses-là, ça veut trop rien dire. Je préfère avoir 1000 vues réguliers sur une vidéo. Je me dis au moins il y a 1000 personnes. Chaque fois que je sors un truc, elles sont là, elles sont présentes. Et 1000 personnes, on se rend pas compte, mais c'est énorme en fait, hein. Ça fait vraiment beaucoup de personnes déjà, mais qui sont là en permanence et qui écoutent et qui sont intéressés par ce que je fais. Et ça suffit largement. Que ce soit pour vendre des choses, de proposer du contenu payant, ou même d'avoir des bonnes interactions, d'apprendre des autres, enfin, d'avoir quelque chose qui tourne, quoi. Voilà. Très intéressant, tu as soulevé beaucoup de points pertinents, mais j'en ai relevé deux. D'un point de vue déjà plateforme, donc comme tu le disais, d'avoir ta propre plateforme, d'être chez toi, ça a beaucoup de valeur. On appelle ça le commandement de contrôle, si on suit un petit peu la ligne des livres de MJ DiMarco qu'on référence souvent. Et ensuite, tu expliques aussi les 1000 vrais fans. En fait, c'est une théorie par Kevin Kelly. Bon, c'est en anglais, mais c'est extrêmement intéressant, comme quoi avoir 1000 true fans, donc 1000 vrais fans, ça suffit pour vraiment vivre de sa passion, puisque, comme tu le disais, c'est 1000 personnes, c'est déjà énorme. S'ils suivent tout ce que tu fais, s'ils achètent ton contenu, donc vraiment super intéressant. Tu as aussi relevé que après 3 mois, la plupart des gens, elles ont changé de niche, elles ont changé d'intérêt. Moi, j'appelle ça les passionnés du lundi au jeudi. De toute façon, tu sais que ça va pas durer. Ouais. Mais de tout, on va dire, de tout ta communauté, tous les gens que tu as accompagnés jusqu'à un certain niveau de succès, as-tu remarqué un dénominateur commun entre toutes ces personnes que tu accompagnes et qui ont beaucoup de succès dans leurs objectifs? En règle générale, ce sont des personnes déjà qui sont relativement discrètes, que ce soit sur les réseaux. C'est très régulièrement des personnes qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux, à se montrer en permanence. Donc pas besoin de reconnaissance, visiblement. Et des personnes qui ont quand même ce côté, l'envie de comprendre. Alors, en fait, elles attendent pas un programme tout fait. Elles attendent pas un processus. Elles attendent pas
un plan de A à Z. Ce qu'elles veulent, avant tout, c'est elles vont arriver avec des problématiques et elles vont chercher des solutions. Mais elles vont pas chercher de moi, elles vont pas attendre de moi que je leur donne le plan, mais plutôt que je les aiguille, plutôt le GPS, leur dire passer à droite, à gauche, machin. Et après, elles se débrouillent plus ou moins toutes seules pour conduire le truc, quoi. Et ça, déjà, je sais quand une personne vient me voir et me dit j'ai des problèmes avec telle ou telle chose dans mon entraînement, je lui donne des pistes et elle, on sent que la personne va creuser derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez ces personnes-là. Et à l'inverse, des personnes qui me disent bonjour, je veux perdre 10 kilos, faites-vous des programmes. Donc ça, je sais très bien que c'est une personne qui a peut-être fait un copier-coller d'un message à plein d'autres personnes et c'est pas quelqu'un qui a envie de s'investir. Il y a pas d'investissement personnel. Quand je dis investir, c'est pas au niveau de l'argent, c'est vraiment au niveau un investissement parce que ça soit une transformation physique ou mentale, enfin une transformation mentale c'est compliqué, mais on va dire un développement, que ce soit personnel ou professionnel ou autre, ça demande toujours un investissement personnel, un investissement où on va devoir fournir un effort, etc. Donc ça va être ça. Et après, au-delà, je vois rien d'autre, honnêtement. C'est tellement aléatoire, mais c'est vraiment le dénominateur commun, quoi. Là, tu viens d'illustrer un petit peu la personne parfaite, en fait, en termes de clients, parce que de nos jours, enfin, les gens cherchent des solutions toutes faites, ils cherchent des recettes magiques, alors que ça, on peut y répondre que par du marketing, mais c'est pas ça. Je veux dire, les réponses toutes faites n'existent pas, et quand tu arrives à un stade où tu peux aiguiller les gens, comme tu l'as très bien dit, et que eux-mêmes, ils viennent pour ça, ils viennent pas pour une réponse toute faite, c'est tellement puissant, parce qu'en plus, tu peux être toi-même, et tu n'as pas l'impression de les embobiner. Tu donnes tes vrais conseils, et eux, ils les prennent vraiment, et ça a tellement de valeur. Ouais, bah tu sais, des fois, je pense un petit peu à cette époque où l'école était payante et c'était tout le monde voulait y aller. Aujourd'hui, c'est gratuit. Beaucoup de personnes, enfin en France en tout cas, beaucoup de personnes ne veulent, enfin, aucun respect pour l'école, pour l'éducation et tout. Bon, après le programme, c'est autre chose. Le programme scolaire, on pourra en parler, mais c'est autre chose. Mais on a quand même accès à l'éducation de manière relativement gratuitement. Et quand on propose de l'éducation payante, quelque part, ça peut, pour certaines personnes, elles sont pas habituées à ça. C'est-à-dire que si elles payent, elles veulent un produit, elles veulent limite du palpable, elles veulent quelque chose, elles veulent un iPhone, un appareil photo, une table, une chaise, elles veulent quelque chose. Et quand elles achètent et qu'elles ont une réflexion ou une éducation, ça crée une forme de bug. Pour certaines personnes, je veux dire, il y a des personnes qui sont conscientes que c'est important de payer pour se former, mais beaucoup de personnes pensent que si je paye, j'achète un résultat, j'achète pas un chemin ou un apprentissage. Et moi, tant pis, moi je vends pas du résultat. Je vends le chemin qui pourrait conduire au résultat, mais le résultat, c'est pas moi qui vais l'obtenir pour la personne. C'est la personne qui va devoir fournir des efforts. C'est un petit peu comme le développement personnel. On peut lire 10 000 livres sur la méditation. On va jamais optimiser son système nerveux, etc. en lisant. C'est réellement en méditant qu'on va en tirer les bénéfices, quoi. C'est juste tellement vrai et tellement inspirant. Mais je vais maintenant te poser la question, où est-ce que les entrepreneurs peuvent retrouver ton contenu et peut-être tes formations les plus pertinentes comme celle sur l'énergie? Alors, toutes les formations sont disponibles sur le site. Alors, c'est www.fitnesssmith.fr. Il y a une rubrique boutique où je mets mes programmes. Il y a, ça, c'est plus pour la perte de poids, la prise de masse musculaire, les consultations que je peux faire. Et là aussi, j'ai inclus la formation sur l'énergie, qui n'est pas que sur le sport. Ça parle un petit peu de sport, mais c'est surtout pour la personne qui est à son compte, qui est en fait pour la personne qui est isolée. Donc voilà, c'est là qu'on peut la trouver. Après, je recommande quand même aux personnes, parce que je suis pas là pour faire que ma pub, on va dire, les podcasts, c'est du gratuit. Pour moi, c'est la meilleure solution pour comprendre la philosophie de la personne. Moi, je suis abonné à plein de podcasts. J'ai jamais acheté pour beaucoup les produits des gens, mais j'adore les écouter. Et je pense qu'avant toute chose, d'écouter les podcasts, c'est bien. Donc, c'est pareil, Fitness Smith sur toutes les plateformes de podcasts votre préféré, vous tapez, vous me trouverez de toute façon.
Et c'est largement suffisant. Après, voilà quoi, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas besoin de faire plus. Si les gens sont intéressés, ils sauront me trouver avec Google, quoi. Parfait, merci. Et dernière question, est-ce que tu as pu tirer de ton expérience personnelle des principes aussi vrais en muscu qu'en business? J'ai eu du mal, je vais être vraiment honnête. En musculation, c'est assez simple d'accepter de forcer tous les jours pour pas avoir un résultat en fin de journée. Par contre, dans le business, on a tendance à vouloir forcer pour avoir le résultat à la fin de la journée. Et ça a été compliqué. Donc pour moi, la similitude, c'est vraiment de réussir à accepter que c'est comme la construction du physique. Il va falloir forcer un petit peu au quotidien, de manière passionnée toujours, pour avoir un résultat, pour que le chemin soit cool et procure des résultats tout au long de l'expérience, quoi, de la trajectoire, sur la durée. Et c'est exactement pareil que sur le développement physique. Parce qu'au début, moi, si on m'avait dit à tel âge tu seras comme ça, j'aurais dit génial, mais bon, ça fait quand même loin d'attendre 10 ans. Et finalement, il y a eu plein d'étapes où j'ai énormément progressé et je ne m'en rendais pas vraiment compte. J'ai eu plein de petites satisfactions, des progressions sous les barres. Pareil au niveau du business, des personnes qui sont intéressées à moi de plus en plus importantes, des médecins, des pilotes de ligne, des mecs, des commandos de l'armée qui étaient parachutés au-dessus de la jungle et tout, qui me demandaient comment avoir dans leur package nutritionnel les choses les plus compactes, les plus légères, parce qu'ils sont conditionnés sur des poids assez restrictifs pour pouvoir s'alimenter, avoir de l'énergie et tout sur le terrain. Toutes ces choses-là, pour moi, ça a été comme des gains musculaires en musculation. Ça a été des étapes où j'avançais dans le business, plus que dans le côté financier, ça m'intéressait pas réellement en fait. J'ai toujours un peu été effrayé moi par les chiffres et tout. J'aime pas trop ça. Je préfère vraiment progresser comme en muscu. Petit à petit, des efforts, aller se coucher en se disant ça c'est pas terminé mais c'est pas grave, mon physique non plus il est pas terminé. On progressera sur toute une vie. Voilà ce que je pourrais dire aux gens, quoi. Super inspirant. Merci beaucoup d'avoir répondu présent sur le podcast Entrepreneur. Merci pour ton invitation, hein. Le petit devoir des entrepreneurs, comme on l'appelle, ce sera simplement aujourd'hui même de faire une étape du processus, peu importe le résultat, mais passer à l'action pour au moins cette petite étape. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se verra on s'entendra plutôt dimanche prochain. Merci encore à toi Théo et à la prochaine. Salut à tous, merci.